Donc, de nouveau, bonjour à toutes et à tous. Lise Mercier de chez VG Police Vallée. Nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Donc, sur cette semaine, sur la semaine de la thématique, donc je vais partager mon écran. Hop. Donc, sur la semaine thématique, sur réduire l'empreinte carbone sur toutes les chaînes de valeur du végétal, quelles solutions innovantes? Donc, ce webinaire est enregistré. Je vous prierai donc de bien vouloir couper vos micros ainsi que vos caméras. Et donc, nous allons étudier donc durant une demi-heure la thématique carbone et changement climatique. Quelle stratégie pour les vins de Loire? Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions pour pouvoir compléter cette présentation. Je pourrais relever vos questions que vous mettrez sur le chat pour qu'on puisse vous y répondre. Bonjour à toutes et tous, je me présente, je m'appelle Raphaël Suire, je suis chargé de mission au sein du service technique d'Interloire, l'interprofession des vins de Loire, dont le territoire s'étend de Nantes à Blois. Et dans le cadre de ce webinaire, je vais vous expliquer, vous détailler ce que l'on fait au sein de l'interprofession vis-à-vis du carbone et plus particulièrement de l'empreinte carbone. Je suis arrivé à Interloire il y a 3 ans dans le cadre d'une mission, la mission climat, qui a été souhaitée par nos élus professionnels, aussi bien les viticulteurs que les négociants de la Loire. Et cette mission, elle s'inscrit dans le plan, pour les vins de Loire, le plan filière à horizon 2030, qui vise à travailler sur la création de valeur pour les vins de Loire et qui surfe sur 3 engagements: un engagement social, un engagement sociétal et un engagement environnemental. Au sein de ce dernier engagement, l'engagement environnemental, on a plusieurs missions au sein de notre service. Notamment, on suit le nombre d'exploitations viticoles qui est sous labellisation environnementale type HVE ou type bio. On suit également la cartographie des terroirs qui est réalisée par l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin, qui est un de nos partenaires techniques privilégiés. Puis on suit également l'évolution du climat. Vous n'êtes pas sans savoir que le climat subit une évolution, qu'on appelle le changement climatique. Le GIEC, dans ses rapports, a établi différents scénarios, les scénarios RCP, qui prévoient une augmentation des températures de plus 2,5 à plus 5 degrés en 2100, selon que des mesures soient mises en place ou non à l'échelle internationale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là des émissions de gaz dont fait partie le CO2, le dioxyde de carbone. Et par abus de langage, nous, on parle davantage de carbone, mais c'est bien d'un gaz dont on parle. Ce carbone, l'objectif, c'est de réduire ces émissions qui sont exprimées en tonnes équivalentes CO2, et il a été demandé à toutes les filières agricoles dont la filière viticole ne fait pas exception, de faire des efforts pour travailler sur la thématique de l'atténuation, c'est-à-dire la limitation de nos émissions, quelles que soient nos activités. Comment est-ce qu'on fait pour atténuer nos émissions? Eh bien, ça passe par 2 étapes. La première étape, il va falloir commencer par mesurer ce que l'on émet à l'échelle de notre entreprise, à l'échelle d'un service, à l'échelle d'un collectif également. Et donc, pour mesurer cette valeur, ce poids que l'on pèse en termes de carbone, il existe différentes méthodes. Par exemple, l'empreinte carbone, qui se concentre exclusivement sur la quantité de CO2 émis. Cette méthode empreinte carbone était également connue sous le nom de bilan carbone. La seule différence qu'il existe entre ces deux termes, c'est que bilan carbone, c'est une marque qui est déposée par l'ADEME, mais la méthode scientifique s'appelle empreinte carbone. Pour réaliser des mesures de ce type, il existe d'autres méthodes scientifiques dont fait partie l'ACV, l'analyse de cycle de vie,
mais elle ne se concentre pas exclusivement sur les émissions de CO2, mais également sur d'autres indicateurs du type la santé humaine, les conséquences sur les eaux, sur les sols, l'occupation des terres, la consommation de la ressource eau, etc. Nous, les élus professionnels, viticulteurs et négociants, ont souhaité que l'on se concentre sur le carbone et donc la méthode qui a été choisie, c'est l'empreinte carbone. Une fois que l'on sait combien une entreprise ou un collectif pèse en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on va pouvoir travailler sur le sujet, sur l'étape 2, sur le sujet de la réduction. Comment est-ce que je vais réduire ce score d'émissions? Pour ça, les entreprises ou les collectifs vont pouvoir mettre en place des stratégies de décarbonation en activant tel ou tel levier qui va permettre d'avoir un impact positif ou pas sur notre impact environnemental. Il a été décidé que ce sujet du carbone serait traité à deux échelles, l'échelle collective et l'échelle individuelle. L'échelle collective, déjà, eh bien parce que, comme je vous le disais en introduction, nous, le territoire sur lequel on travaille s'étend de Nantes à Blois, et il était important qu'à terme, on puisse avoir une idée du poids de la filière vin en Loire en termes d'émissions de carbone. Donc, on voulait travailler à l'échelle globale, de Nantes à Blois, mais également à l'échelle sous-bassin, donc c'est-à-dire sur le Nantais, sur l'Anjou-Saumur et sur la Touraine. L'idée, c'était également de travailler à l'échelle individuelle et donc que nos opérateurs, nos adhérents, les viticulteurs, négociants et coopérateurs de la Loire s'y retrouvent individuellement. Et donc pour cela, on a mis en avant plusieurs intérêts qu'ils pourraient avoir à s'engager dans un tel projet. Le premier, c'est de pouvoir répondre aux demandes des clients qui sont de plus en plus sensibles à ces sujets environnementaux. Le second, c'est pouvoir valoriser ce travail dans le cadre de rapports extra-financiers qui pourraient leur être demandés par des partenaires financiers. Donc, lorsqu'ils vont aller voir leur banquier pour se faire financer tout ou partie d'un projet d'aménagement ou d'un projet de travail sur ces thématiques environnementales, il est possible qu'on leur demande un rapport extra-financier qui ne concernera pas que la viabilité économique de leur entreprise, mais qui montrera que leur structure s'est penchée sur ces sujets environnementaux et s'est engagée dans une démarche de décarbonation. Enfin, la troisième partie prenante auprès de laquelle il est possible de valoriser un travail sur le carbone, eh bien, c'est les salariés, en tout cas les futurs salariés, dans le cadre des politiques de recrutement. C'est un excellent moyen de se démarquer vis-à-vis de ses voisins, euh, puisque l'on sait que les salariés sont de plus en plus sensibles aux sujets qui touchent à la RSE, et donc l'aspect environnemental des entreprises en fait partie. Fort de ce constat-là, avec nos élus professionnels, nous avons mis en place un cahier des charges qui nous a ensuite permis d'identifier les solutions qu'il était possible d'explorer. Ce cahier des charges est le suivant. À l'échelle des entreprises, donc à l'échelle des individus, on souhaitait mettre à disposition un calculateur d'empreinte carbone simplifié pour les opérateurs de la Loire. On souhaitait également qu'à partir de ce calculateur, les utilisateurs et futurs utilisateurs puissent travailler sur des trajectoires, des scénarios de décarbonation à plus ou moins long terme en activant des leviers avec des impacts environnementaux variables. Troisième case à cocher, qui paraît évidente mais qui a été quand même soulignée, c'était la possibilité de consulter, de visualiser, d'exporter des résultats compréhensibles, simples et pédagogiques. Et également la possibilité de se positionner par rapport à son voisin, mais également par rapport à des moyennes régionales sur le territoire Loire, ou sur les sous-bassins que je vous ai présentés tout à l'heure. Enfin, on voulait que le stockage du carbone soit intégré à cette solution. En effet, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque l'on étudie l'empreinte carbone d'un service, d'une entreprise, on ne s'intéresse qu'aux émissions de carbone, c'est-à-dire en quelque sorte à ce qui est négatif, ce que l'on émet. On ne peut pas y soustraire ce que l'entreprise va économiser ou stocker dans les sols. Ce sont deux indicateurs différents. Et donc, on voulait que soit intégré à l'outil l'aspect émission, mais également l'aspect stockage. À l'échelle collective, on reprend tout ou partie de ce que je viens de vous citer à l'échelle individuelle, c'est-à-dire qu'on voulait que nous,
en tant qu'interprofession, on puisse calculer l'empreinte carbone de notre territoire et de nos sous-bassins. On voulait également pouvoir travailler sur des simulations de décarbonation à l'échelle collective afin d'identifier les leviers agronomiques les plus impactants pour pouvoir les valoriser ensuite dans nos communications techniques et scientifiques. Et on souhaitait également que cet outil puisse être mis entre les mains des conseillers agricoles, donc des conseillers chambres par exemple, qui est le second partenaire technique privilégié de l'interprofession, puisque ces conseillers, c'est eux qui sont en contact direct avec nos adhérents, qui sont sur le terrain avec eux, et on souhaitait que ces derniers puissent accompagner nos opérateurs dans la compréhension de ce qu'est une empreinte carbone, dans l'utilisation de l'outil si les utilisateurs rencontraient des difficultés, et également qu'ils puissent les aiguiller quant à l'établissement de leur stratégie de décarbonation. À partir de ce cahier des charges et qui permettait de répondre à l'ensemble de nos objectifs initiaux que nous nous étions fixés, nous avons identifié une solution qui s'appelle WinePilot. C'est un calculateur d'empreinte carbone simplifié qui a été développé par la société Foodpilot et qui est certifié par l'ADEME. Donc l'ADEME, qui, je vous le rappelle, a sa propre marque d'empreinte carbone, le bilan carbone. Ils ont approuvé la méthode WinePilot. Donc, quand on dit calculateur simplifié d'empreinte carbone, ce n'est pas pour autant que c'est faux. Ça veut dire juste qu'on se concentre sur les postes les plus émissifs en termes de CO2. Pour information, WinePilot permet d'obtenir des résultats relativement robustes, puisqu'il couvre 80 à 90% d'une empreinte carbone complète réalisée par un conseiller. Ce calculateur est facilement accessible puisqu'on le retrouve sur notre portail déclaratif. Il est rapide à l'utilisation puisque la saisie d'un formulaire complet pour un millésime donné prend environ une demi-journée de travail. Et il a une dimension nationale puisque la Loire n'est pas la seule interprofession à être partie avec société et cet outil, mais on est également accompagné de l'interprofession de Bourgogne, celle de Bordeaux, celle de Cognac et celle des vins du Sud-Ouest. Donc, si je résume WinePilot, qu'est-ce que ça fait? Donc, c'est un calculateur d'empreinte carbone simplifié pour les entreprises, mais également à l'échelle collective. C'est un simulateur de trajectoire de décarbonation. Il va permettre à ses utilisateurs de se positionner par rapport aux autres et par rapport à des moyennes régionales. Et enfin, il intègre la dimension stockage du carbone dans les sols. WinePilot s'adresse à tous les profils de nos opérateurs, c'est-à-dire les vignerons, les coopérateurs et les négociants. Et selon qu'une entreprise ait un ou plusieurs de ces profils, l'utilisateur aura accès à un ou plusieurs questionnaires qui sont adaptés. Comme je vous le disais, on retrouve l'outil sur notre portail déclaratif, donc portail auquel tous nos adhérents ont accès puisque c'est via ce portail qu'ils font leur déclaration réglementaire. Et d'un point de vue coût financier, c'est un outil qui est relativement peu onéreux puisqu'il ne représente qu'un coût de 50 € hors taxe par an. Si on rentre un petit peu plus dans le technique et qu'on s'intéresse aux questions qui vont être posées aux vignerons, on en a une cinquantaine qui sont réparties dans 9 grandes catégories. Je vous ai mentionné sur cette slide que le scope 3 est couvert, c'est-à-dire que dans le cadre du calcul de notre empreinte carbone, on va s'intéresser à la fois aux émissions primaires, c'est-à-dire je suis un viticulteur, je rentre dans ma parcelle avec mon tracteur pour une opération viticole, je vais consommer de l'énergie fossile. Ces émissions d'énergie fossile, ce sont des émissions primaires. Les émissions secondaires, elles, qui sont également couvertes par l'outil, c'est les émissions qui vont être liées à la fabrication de ce tracteur. En effet, il a fallu produire du caoutchouc, produire de l'acier pour la carrosserie. Ça, c'est des émissions qui ne sont pas forcément directement liées au viticulteur, mais qui sont quand même rattachées à son empreinte carbone, puisque ce dernier utilise quelque chose qui a été produit. Donc, les questions qui vont être posées à l'utilisateur, elles couvrent un large champ. On a des questions qui sont très générales sur son exploitation, la surface couverte par sa vigne, les volumes, donc les quantités de raisins récoltés, la quantité de vin produit également.
ce qui va notamment à la fin permettre d'exprimer les résultats de l'empreinte carbone selon une unité fonctionnelle, c'est-à-dire eh bien, vous avez émis X tonnes d'équivalent CO2 par hectare de vignes cultivées, X tonnes d'équivalent CO2 par col de bouteilles vendues, etc. On va avoir des questions qui vont lui être posées sur son packaging. En effet, quand on étudie un petit peu la littérature scientifique, on se rend compte que le packaging est un des postes les plus importants au sein d'une entreprise vitivinicole, puisqu'il représente près de 40% de son empreinte carbone totale. Et au sein de ces 40%, 80 sont représentés par la bouteille en verre. Donc, on va avoir pas mal de questions assez pointues sur ces postes packaging et bouteilles. On va également l'interroger sur ses consommations énergétiques, que ce soit en termes d'énergie fossile, mais également en termes d'électricité, sur ses déplacements professionnels, sur les intrants et ses pratiques viticoles, et enfin, sur ses immobilisations et services externes. C'est un poste que l'on oublie parfois, mais la construction d'un bâtiment neuf peut engendrer de fortes quantités d'émissions et ça peut peser lourd dans une empreinte carbone. Et puis enfin, je l'ai mis un petit peu à part, mais on a toute une série de questions également qui sont liées à la séquestration du carbone, donc au stockage, et qui vont concerner notamment toutes les pratiques liées à l'agroécologie, où on va le questionner par exemple sur son nombre de mètres linéaires de haies, est-ce qu'il a des arbres sur son exploitation, quel type de couvert il met en place au sein de ses parcelles, est-ce que c'est un couvert permanent, est-ce que c'est un couvert temporaire, de quelle manière est-ce qu'il va l'entretenir, etc. Une fois que le viticulteur, que l'utilisateur va avoir renseigné son questionnaire et il va obtenir son résultat d'empreinte carbone. Ces résultats sont exprimés sur différents supports. On a des datas brutes avec des indicateurs d'évolution et des indicateurs de quantité de CO2 émise. On a également des graphiques très pédagogiques qui vont permettre à l'utilisateur de comprendre d'où viennent ces émissions de CO2 et d'identifier les postes qui vont être les plus émissifs. Et puis, on va également avoir toutes sortes de réglettes qui vont lui permettre de comprendre son positionnement par rapport à ses voisins ou par rapport à des moyennes régionales. Il va également lui être possible de télécharger un rapport, alors qu'il n'aura pas exactement cette tête-là sur cette capture d'écran. Il s'agit de la maquette initiale, mais donc ce sera un rapport qui sera bien plus fourni et bien plus détaillé. Au sein de ce rapport, il pourra décider d'y intégrer ses résultats d'empreinte carbone sur un ou plusieurs millésimes, de constater l'évolution de ces résultats, d'y intégrer également son plan d'action et il pourra également argumenter pour expliquer le pourquoi du comment. Si jamais il y a une année où il a une empreinte carbone qui est supérieure à l'année d'avant, ben, il pourra expliquer que c'est parce qu'il y a eu des conditions climatiques compliquées, qu'il a fallu qu'il traite davantage, ou alors qu'il a eu une quantité de récolte plus importante et donc il a eu davantage de bouteilles qui sont entrées en commercialisation, etc. Concernant la fonctionnalité plan d'action et stratégie de décarbonation, je vous disais tout à l'heure qu'il allait être possible pour nos opérateurs de simuler des trajectoires à plus ou moins long terme. Pour ce faire, ils auront la possibilité, une fois qu'ils auront renseigné un formulaire d'empreinte carbone initiale, de travailler sur des trajectoires de décarbonation en activant des leviers qui ont été identifiés par un groupe de travail donc composé des différentes interprofessions qui mettent à disposition l'outil, hein, donc la Loire, Bordeaux, Cognac, Bourgogne et le Sud-Ouest. On a listé une petite cinquantaine d'actions qu'il était possible de mettre en place sur nos exploitations. Donc cette liste n'est pas exhaustive et sera étoffée à l'avenir, hein, selon eh bien, les retours de la recherche, mais également les retours des utilisateurs. Si jamais on a eu des oublis, c'est tout à fait possible et donc c'est un outil évolutif qui pourra intégrer de nouveaux leviers d'action. Donc on a listé des actions qui vont concerner forcément le poste packaging, les postes énergétiques, que ce soit énergie fossile ou électricité, le travail sur les immobilisations avec le partage de matériel qui peut être un levier activable, la réduction des intrants, etc., etc. Ces différents leviers que nous avons listés ne sont pas tous impactants d'un point de vue mathématique.
Par exemple, on a également listé des actions de sensibilisation, de formation qu'il était possible de valoriser dans le cadre d'un plan d'action, notamment auprès des partenaires financiers auxquels un utilisateur pourrait remettre ce rapport. L'entreprise Foodpilot, en plus, en tout cas, oui, en plus de l'outil WinePilot, propose des services de meilleure compréhension de l'outil. En effet, une hotline est disponible pour les nouveaux utilisateurs afin de les accompagner dans leur découverte de la plateforme. Il y a également tout un pool de documents ressources qui sont intégrés directement à WinePilot. On a par exemple l'ensemble des références des catalogues des verriers OAI et Veralia qui sont intégrés, c'est-à-dire qu'un viticulteur, s'il connaît ses références de bouteilles utilisées dans son chai, il ne sera pas obligé d'aller les peser une par une, mais il pourra directement se référer à des bases de données de ce type. On a également renseigné l'ensemble des documents qu'il était nécessaire de rassembler avant de se pencher sur la saisie du questionnaire, puisqu'on lui pose des questions qui sont parfois un peu compliquées, un peu pointues, auxquelles il n'aura pas forcément en tête la donnée. Par exemple, quelle consommation d'électricité avez-vous eu sur l'année 2024 ? Eh bien, il va falloir qu'il ait sous le coude sa facture EDF. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a toute une liste de documents qu'il faut qu'il rassemble pour qu'il puisse optimiser son temps de saisie derrière. Il y a également des sessions de formation qui sont proposées pour les nouveaux utilisateurs. Et enfin, est en cours de développement un tuto vidéo qui permettra de faire la promotion de l'outil et d'expliquer de manière synthétique son fonctionnement. La plateforme, il est possible donc de la retrouver depuis notre portail déclaratif vindeloire.pro auquel tous nos adhérents ont accès. On a une rubrique RSE au sein de laquelle on va retrouver une boîte à outils sur les engagements environnementaux. Et c'est là que le formulaire de demande d'abonnement se trouve et c'est également là que l'outil est accessible. Interloire n'a pas travaillé que sur la mesure de l'empreinte carbone, mais en 2024, c'est également penché sur le sujet du réemploi et a soutenu un consortium de 10 opérateurs répartis sur l'ensemble de la Loire, toute taille, tout profil confondu. Ce consortium a déposé un projet dans le cadre de l'AAP Encore plus de réemploi, appel à projet ouvert par Adelph. Et ce consortium a été lauréat début 2025. Cela va permettre à ces 10 entreprises de mettre en marché près de 3 millions de cols de bouteilles réemployables et également de financer une campagne de communication. Cette campagne de communication, elle concerne l'impression de flyers qui sera possible de mettre dans des lieux de collecte, dans les caves également de ces opérateurs. Et elle concernait également l'enregistrement de podcasts qui sont disponibles directement depuis la chaîne YouTube d'Interloire et que vous pouvez retrouver via le lien en bas de cette slide. Le fait d'avoir travaillé cette thématique du réemploi avec la société Bout à Bout, mais également avec Adelph et les 10 opérateurs présents dans ce consortium, ça a permis au Vin de Loire de rester un peu précurseur sur ces sujets d'atténuation vis-à-vis du changement climatique et d'explorer davantage ce levier qu'est le réemploi et qui est un levier qui est non négligeable quand on sait que le packaging et la bouteille en verre est un des postes les plus importants pour nos entreprises vitivinicoles. Je vous remercie pour votre attention. J'ai été très rapide et j'espère clair. Maintenant, si vous avez des questions, je suis disposé à y répondre. Merci encore. Merci Raphaël. Je vais attendre quelques minutes, voir s'il y a des questions qui apparaissent dans le chat. Je pourrais vous les poser. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et enrichissante. N'ayant pas de commentaires et de questions, je pense que nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Toujours pas. Merci beaucoup. Si, une question de Paubel Céline. Hésitez. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si vous aviez identifié les leviers les plus impactants pour réduire justement les émissions au niveau de la filière. Eh bien, vu que le post-packaging et notamment la bouteille en verre est
est le poste le plus émissif quand on regarde l'empreinte carbone moyenne d'une entreprise vitivinicole. Le poids de la bouteille, le travail sur le poids de la bouteille ou alors le réemploi sont des leviers qui ont un impact certain sur la réduction de l'empreinte carbone. Mmh. Mmh. Alors nous avons, une question. Madame Paubel, c'est bon pour C'est bon, vous? oui, je vous Ou vous remercie. aviez d'autres questions? Super. Non. Donc, Madame Forte-Louise, bonjour, merci pour cette présentation très claire. Pourriez-vous préciser ce qu'il y a derrière l'abonnement à 50 € hors taxe, la réalisation des empreintes carbone avec livrable, la trajectoire de décarbonation? Alors, une fois qu'une entreprise est abonnée, pendant 1 an, elle peut jouir de l'utilisation de l'entièreté de l'outil et de toutes ses fonctionnalités. Donc c'est-à-dire, le module calculateur d'empreinte carbone, la possibilité de consulter ses résultats, de les télécharger, d'éditer son rapport, de simuler ses trajectoires de décarbonation et de se positionner par rapport aux autres utilisateurs. Donc tout ce que je vous ai présenté est compris dans l'abonnement, pour 1 an. Et Super. petite précision, certains de nos opérateurs, au sein de leur entreprise, ont plusieurs structures. Certains sont producteurs et ont également, une activité de négoce. Comme je vous le disais, du coup, c'est 2 profils différents et donc c'est 2 questionnaires différents. Et si cette, entreprise en question s'abonne, elle aura bien évidemment accès aux 2 questionnaires, pour le même prix. Merci Raphaël. Il n'y a pas d'autres, questions, dans le chat. Donc je tiens à préciser donc, que, ce webinaire a été enregistré, donc, vous aurez, à votre disposition le replay. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder si besoin. Je vous remercie tous, pour, la participation et donc c'était merci beaucoup de Katia Cedel et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci. Au revoir.